Et salut tout le monde, salut Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette série sur mon top 15 poids lourds de l'histoire. Aujourd'hui on va parler de Evander Holyfield pour la 14e position. Ça risque de faire parler. C'est-à-dire que autant Walcott, je considère que c'est un boxeur qui n'était pas trop connu et que c'était avant tout le but de la vidéo que de présenter ce boxeur et de vous expliquer pourquoi est-ce que je le mettais 15e. Autant là avec Holyfield, j'ai l'impression que c'est un boxeur qui est très apprécié, qui est très bien coté. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur top 5 des meilleurs poids lourds de l'histoire. Et perso, je suis pas convaincu du tout. Et donc, quand bien même 14e place, c'est énorme, dans le sens où on parle quand même d'un type qui est le 14e meilleur poids lourd de l'histoire. Posez-vous 2 secondes pour vous rendre compte à quel point c'est haut et à quel point c'est exceptionnel. Reste que les attendus sont tellement énormes pour Holyfield que, évidemment, le placer 14e, c'est potentiellement le placer aussi bas que ce qu'on pourrait le placer. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, comme dans la première vidéo, je vais revenir un petit peu sur la carrière d'Holyfield. On va faire l'addition, on va discuter, et je vais essayer de vous expliquer cette fois-ci pas tant que ça pourquoi est-ce que je le mets haut, mais surtout pourquoi est-ce que je le mets bas. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je le mets haut, ça va un peu couler de sens. Je vais quand même rapidement revenir dessus, mais vous avez l'idée. Globalement, donc dans cette série de vidéos, je parle de mes 15 meilleurs poids lourds de tous les temps. J'ai eu envie de faire ça après la victoire de Usyk sur Fury, donc la deuxième victoire, puisque beaucoup de gens se sont mis à discuter de la place de Usyk dans l'histoire. J'avais envie de prendre part à cette discussion, et je l'ai vu placé extrêmement haut, et j'ai envie de rappeler qu'il y avait d'autres excellents poids lourds dans l'histoire, qu'ils ne sont pas à oublier. Ça me permet en même temps de reparler un petit peu d'histoire. Ça tombe bien, j'en avais un peu ras la casquette de parler uniquement de l'actualité. Et je suis content de pouvoir revenir à ce qui m'intéresse de base le plus en boxe, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc aujourd'hui, on va parler de Evander Holyfield. Et je te rappelle que je parle uniquement de la carrière poids lourd de Evander Holyfield. C'est un très bon combattant amateur qui va choper une médaille de bronze au JO de 84. Il va ensuite passer pro et devenir un très très bon cruiserweight, considéré par beaucoup comme le meilleur ou le deuxième meilleur cruiserweight de l'histoire. C'est après kiff-kiff avec Usyk. Il va devenir incontesté, il va affronter des excellents adversaires en cruiser, et il ne fait aucun doute que pound for pound, il se retrouve bien au-dessus que bon nombre de combattants qui seront pourtant cités plus loin dans ce top 15. Pourquoi est-ce qu'il est ici à la 14e place, et pourquoi est-ce qu'ici je vais démarrer sa carrière en fait, etc. Parce que c'est un top 15 poids lourd, et que vous avez beau faire plein de choses en cruiserweight, si en lourd vous faites pas grand chose, bah forcément vous serez pas haut dans le classement. Je suis pas en train de dire que Holyfield n'a pas fait grand chose, simplement que là on considère vraiment que la carrière poids lourd. Donc il monte après une victoire contre Carlos De Leon où il a pu unifier complètement la catégorie cruiser, et il a directement arrivé en lourd en 88. À l'époque, le but c'est de monter un combat contre Mike Tyson, qui va être finalement monté beaucoup plus tard, parce qu'il va avoir des petits soucis du côté de Tyson. Holyfield, lui, va commencer par faire un nom en prenant des bons adversaires poids lourds et en se prenant des noms. Mais je vais justifier et critiquer un peu plus tard cet adversaire, parce qu'en fait, il prend des noms qui sont des noms en poids lourd, mais qui étaient des noms, plus qu'être des noms actuellement. C'est-à-dire qu'il va prendre James Tillis, qui, on peut le dire, est déjà rincé au moment où il le prend. Il va prendre Michael Dokes, qui, on peut le dire, est quand même plus non plus au top de sa forme en 89. Oui, il a qu'une défaite à ce moment-là, mais Michael Dokes c'est un combattant qui a été très vite détruit, et le prime de Michael Dokes, ça reste quand même assez tôt dans les années 80. Donc à ce moment-là, oui, en effet, Michael Dokes n'est plus au top niveau de la boxe. C'était vraiment au début des 80 qui faisait son plus gros carton. Il va également prendre Picklon Thomas, qui pareil est un excellent poids lourd des années 80, et qui je pense c'est quand même à moins décliné que Dokes et Tillis au moment où Holyfield le prend, mais de nouveau n'est plus à son top. Il va prendre Adilson Rodriguez, qui est un excellent Brésilien, qui lui pour le coup pareil, clairement je pense moins décliné que les autres au moment où Holyfield le prend, qui reste un bon combattant. Et tout ça pour tranquillement se diriger vers le championnat du monde des poids lourds contre supposément Mike Tyson. Le truc, c'est que Tyson perd contre Douglas. On aura l'occasion de parler de tout ça lorsqu'on parlera de Tyson, puisque oui, Tyson va se trouver dans ce top 15, dans les 13 premiers. Et donc finalement, c'est contre Douglas que Holyfield va se présenter pour le championnat incontesté des poids lourds. Combat qu'il va gagner très facilement par KO au 3e. Ce qui est malgré tout à préciser ici, c'est que James Douglas, c'est pas le Douglas qui a battu Tyson du tout. La célébrité lui est montée extrêmement vite à la tête. C'est un combattant qui a très très vite perdu en capacité, et notamment contre Evander Holyfield, on peut le dire. C'est vraiment seulement la coquille de ce qu'il avait pu être auparavant. Alors techniquement, c'est pas de chance pour Holyfield, parce que comme on le voit, pour le moment, il affiche sur son palmarès énormément de très beaux noms, oui, mais des noms qui malheureusement ne se présentent pas à son meilleur contre lui. Et c'est quelque chose qui va jouer contre malheureusement sa grandeur, on va y revenir plus tard. Reste qu'en tout cas, Holyfield à ce moment-là devient le champion incontesté des poids lourds.
un combat contre Tyson va de nouveau essayer d'être organisé, mais ça on va y venir un petit peu plus tard. Il va organiser 3 défenses de titre, notre ami Holyfield, à chaque fois pour le titre incontesté. Et c'est des défenses que je vais également être amené à critiquer. Il va prendre George Foreman en 91, il va prendre Larry Holmes en 92, et il va prendre Bert Cooper en 91. Globalement, il domine assez nettement Holmes et Foreman pour finir par gagner des décisions. Bert Cooper, ça va être un combat explosif dans lequel Holyfield va se faire toucher. Plus précisément, il va toucher Cooper, puis se faire toucher, puis retoucher Cooper et finalement le mettre KO au 7e. C'est un combat qui est très excitant, un combat qui est donné par Cooper, alors on ne l'attendait pas, hein, parce que Cooper est un remplacement d'un remplacement, donc on s'attendait un remplacement d'Amiani qui était lui-même un remplacement de Tyson, qui à ce moment-là se blesse en sparring, au lieu de... Après il va se mettre en prison, donc on n'entendra plus du tout parler. Donc c'est un combattant à laquelle on s'attendait peut-être pas, qui donne un combat à Holyfield, mais je pense que c'est un combattant qui, pour le coup, est sous-estimé et passe pas mal sous les radars à ce moment-là, donc c'est pas étonnant en fait qu'il donne un combat à Holyfield. Holmes et Foreman sont beaucoup plus vieux. Alors malgré tout, Holmes sort d'une très très bonne victoire contre Ray Mercer. Mais on aura l'occasion de discuter de tout ça lorsqu'on parlera de Holmes, qui va également être dans ce top. Mais malgré tout, c'est deux noms extrêmement sexy à avoir sur sa fiche. Battre Foreman et Holmes, c'est quelque chose. Et je pense d'ailleurs que c'est le seul boxeur qui a réussi à battre les deux. Mais il est pas vieux, on y reviendra. Ensuite, il va perdre contre Riddick Bowe. À ce moment-là, Riddick Bowe va prendre le titre de façon extrêmement convaincante, en dominant en vrai Holyfield et en l'envoyant notamment au tapis vers la fin du combat. On y reviendra encore, mais le Riddick Bowe de ce soir-là, en 92, est un Riddick Bowe en grande forme, et c'est dur de venir arracher quoi que ce soit à Bowe ce soir-là. Mais un peu de la même manière que d'autres boxeurs qui a pu affronter Holyfield, la malédiction d'Holyfield continue, puisqu'une revanche va être organisée. Et malheureusement, Bowe est un boxeur qui va décliner extrêmement vite. Et déjà, un an plus tard, lors de la revanche, on peut argumenter que Bowe n'est plus aussi fort que ce qu'il était en 92. Alors, il n'est pas devenu nul, hein, clairement pas, mais force est de constater que on a vu des jours meilleurs de Bowe. En plus, cette fois-ci, il n'y a plus que 2 titres en jeu, puisque Bowe a abandonné sa ceinture WBC en refusant de combattre Lennox Lewis. Holyfield, malgré tout pour son crédit, remporte une décision majoritaire. Et puis ensuite, l'année d'après, il remet en jeu son titre contre Michael Moorer. Il va perdre, faire même ses 2 titres contre Moorer, par décision et notamment en allant tapis un moment. Alors on peut argumenter que c'est surtout Moorer qui fait une excellente performance plus qu'Holyfield qui contre-perf, même si c'est vrai que Holyfield n'est pas à son meilleur non plus. Clairement, Moorer, parfois je vois ce combattant comme étant décrit comme l'un des lourds et des mi-lourds les plus sous-cotés de l'histoire parce que personne n'en parle. Selon moi, a raison. Je ne vais pas être méchant, hein, beaucoup de respect pour Moorer, mais c'est un combattant qui, pour moi, n'appartient clairement pas au même stade et au même tiers que tous les autres, beaucoup d'autres combattants dont on va parler ici dans la fiche d'Holyfield. C'est un type qui a eu la chance de devenir champion du monde unifié chez les lourds en faisant une performance de fou contre un Holyfield qui contre-perf, et forcément c'est un peu détrimentaire pour la carrière d'Holyfield, mais je considère que c'est vraiment pas le meilleur combattant de sa fiche, de loin. À ce moment-là, Holyfield, on lui déclare derrière une maladie cardiaque, donc il va prendre sa retraite. Il va revenir l'année d'après, parce qu'en fait, finalement, oui, mais en fait, non, la maladie, bon, vraisemblablement, c'est un mauvais diagnostic. Donc, il fait plein de tests, les tests sont concluants, il revient, il va battre Ray Mercer, qui également est plus complètement le Ray Mercer qu'on avait pu voir contre Tommy Morrison. Alors, malgré tout, ça reste un combattant qui est encore très bon, mais c'est vrai que c'est quand même un combattant qui a perdu de sa superbe suite à la défaite contre Holmes. Mais ça reste quand même un très bon combattant, donc vraiment rien à redire à ce niveau-là. Enfin, quelque chose à dire, mais vous avez l'idée, c'est toujours un très bon combattant. Il va ensuite faire la belle contre Riddick Bowe, combat qu'il va perdre par KO. Alors il va fortement toucher Bowe, et en fait en essayant d'aller le terminer, il va se faire attraper et il va perdre le combat par KO. Encore une fois, hein, c'est le dernier gros éclat de Bowe. Je trouve que dans ce combat, on voit en fait à la fois un Holyfield qui vieillit un peu et un Bowe qui vieillit aussi. Mais bon, ici c'est Bowe qui a réussi à finir par choper le KO. Même si je le répète, hein, le combat est serré, et Holyfield n'était pas loin de le terminer seulement quelques secondes auparavant. Il va ensuite affronter Bobby Cheat, que j'ai beaucoup de mal à prononcer le nom, qui était également un excellent boxeur. Je pense que c'est un nom que pas grand monde connaît, c'est vraiment un gros nom, hein. C'est un type qui a été champion cruiserweight et qui a donné des durs combats en moyen au début des années 80. Donc c'est un nom, ce Bobby Cheat. Mais bon, en 96, en poids lourd, ce n'est plus grand monde, malheureusement. Et ensuite, on en vient à peut-être
le meilleur éclat de la carrière d'Holyfield, le combat contre Mike Tyson, qui à ce moment-là est sorti de prison, qui à ce moment-là a tout détruit sur son passage lorsqu'il est revenu en récupérant 2 titres coup sur coup. Il affronte Holyfield avec la ceinture WBA qui est en jeu, et globalement, Holyfield, on s'attendait à ce qu'il se fasse complètement détruire. Mike Tyson est très très largement favori dans ce combat, et en effet, Mike Tyson va globalement dominer le combat. Jusqu'à, et encore je dis ça, en fait non, bon, il va quand même faire un combat accroché contre Holyfield, mais il va quand même en fait perdre pas mal de rounds, je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il dominait, jusqu'à finalement se faire mettre KO à la 11e reprise, permettant donc à Holyfield de prendre un titre mondial, et donc il devient champion du monde pour la 3e fois, hein, parce que première fois contre Douglas, seconde fois contre Bowe, et du coup ici 3e fois contre Tyson. Et à ce moment-là, c'est un vrai regain de popularité pour la carrière d'Holyfield, qui était vraiment vendu comme un combattant finito, suite à sa défaite contre Bowe, qui était lui-même en mauvaise face, et qui a lui-même très mal fini contre Golota. Et là, vraiment, cette victoire contre Tyson le repropulse au haut de la boxe mondiale poids lourd. Ils vont faire une revanche contre Tyson, revanche qui est ultra connue parce que Mike Tyson va péter un plomb et mordre l'oreille d'Holyfield. Bon, globalement, on aura l'occasion de revenir sur ce qu'on pense de ce combat-là. Il va ensuite faire une revanche contre Moorer. Cette fois-ci, il va gagner contre Moorer de manière très très large, hein, il va vraiment le dominer. C'est plutôt en accord avec tout ce que je vous disais sur Moorer. Il va ensuite affronter Vogbin, qui est un contender que pour le coup je ne rank pas si haut que ça, avant d'affronter Lennox Lewis pour le championnat incontesté des poids lourds. Donc à ce moment-là, il possède deux ceintures, hein, parce que Moorer avait la IBF. Et donc Lennox Lewis possède la 3e, la WBC. Le combat se solde par une égalité, mais en vrai, tout le monde est d'accord pour dire que ce combat est un vol qui aurait dû aller pour Lennox Lewis. Donc sur cette fiche, c'est une égalité. En vrai, on sait, le combat était assez largement pour Lewis. Ils vont faire une revanche pour la gloire d'Holyfield. Il va plutôt bien s'adapter lors de cette revanche et en fait faire un combat qui est plus accroché que le premier. Combat pour le coup qui va perdre à la décision, donc il va perdre ses titres IBF et WBA, qui vont aller dans les mains de Lennox Lewis. Et ce qui est assez marrant avec ce combat, c'est quelque part le combat le plus accroché des deux, peut-être le deuxième, et c'est pourtant celui qui perd par décision unanime. Reste qu'en vrai, Holyfield perd les 2 combats contre Lennox Lewis. Il va ensuite devenir champion du monde pour une 4e fois en affrontant John Ruiz. En effet, Lennox va balancer la ceinture WBA parce qu'il refuse d'affronter Ruiz. Et du coup, cette fois-ci, John Ruiz va pouvoir affronter Holyfield pour la ceinture vacante. Et Holyfield va remporter ce combat contre John Ruiz. John Ruiz, c'est sûrement, je vais être méchant, hein, mais c'est sûrement le pire champion poids lourd de l'histoire. Bon, en tout cas, si c'est pas le pire, c'est vraiment l'un des pires. C'est, je pense, l'un des champions qui a le plus faible niveau, plus faible, je pense, que Michael Moorer. C'est pas un type que je porte très haut dans mon cœur. En plus, c'est un type qui a un style de boxe extrêmement ennuyant, ça n'aide pas. Bon, dans tous les cas, Holyfield va gagner contre Ruiz, puis une revanche va être organisée, il va perdre contre Ruiz. Malgré tout, j'ai oublié de le mentionner, mais du coup, il devient, grâce à sa victoire contre Ruiz, le premier champion du monde, enfin le premier quadruple champion du monde des lourds de l'histoire, ce qui est quelque chose qui a toujours pas été refait. Donc franchement, c'est un petit record perso d'Holyfield. Bon, la trilogie va se terminer par une égalité contre Ruiz, et après il va continuer d'enchaîner les combats contre des bons combattants de son époque. Hein. Il va notamment gagner contre Asim Rahman pour un titre, enfin bref, qui était vraiment un bon combattant, qui avait gagné contre Lennox Lewis il n'y a pas si longtemps que ça. Puis ensuite il va perdre contre Chris Bird, un combattant très sous-estimé, c'était une sorte de poids moyen qui combattait en lourd avec un style ultra dur à toucher. C'est vraiment un bon combattant sur cette époque-là, Chris Bird, donc pas une grande honte de perdre contre Bird, surtout que Holyfield est vieux en fait à ce moment-là, il est vieux, il est affaibli, et donc voilà, perdre contre Bird, disons que on aurait été au prime d'Holyfield, ça aurait été catastrophique, on est à ce moment-là loin dans sa carrière, c'est déjà beau de réussir à accrocher des rounds à Bird. Il va également perdre contre James Toney, qui a pris du poids, et a gonflé comme un ballon. Et ensuite, il va continuer cette petite carrière. Il va réussir à redevenir challenger mondial contre Ibragimov. Et puis, il va même affronter Valuev, mais il va perdre ces 2 combats-là. Et puis, globalement, on voit que toute la carrière de Holyfield dans les années 2010, c'est surtout en fait beaucoup, enfin dans les années 2000, pardon, c'est surtout beaucoup de défaites contre des noms de l'époque, dans une génération qui n'est pas méga bonne, mais ça, je vais avoir l'occasion d'en reparler. Et bref, après ces différentes défaites et ces différents échecs pour gagner des titres mondiaux, il va finir sa carrière, donc il va reprendre sa retraite. Il va revenir en 2010, faire quelques victoires, notamment contre Brian Nelson, avant de tranquillement se retirer définitivement de la boxe mondiale en 2011. Donc j'ai pas le calcul de l'âge de Holyfield, mais il était sacrément vieux à ce moment-là, il avait quasiment 50 ans.
Donc quand même, quand on regarde comme ça, c'est une carrière poids lourd qui est extrêmement dense, c'est une carrière avec certes beaucoup de défaites, mais aussi beaucoup de victoires. Et surtout, ce qu'on ne peut pas enlever à Holyfield, c'est qu'Holyfield a affronté énormément de noms dans sa carrière, et qu'il leur a donné des combats réellement. Et justement, je pense que c'est un boxeur qui est extrêmement réputé et qui est très souvent en tête de classement, parce qu'il n'y a pas à débattre sur ces points-là. Holyfield a affronté plein de monde, et Holyfield a donné des combats à plein de monde. Et en même temps, il est très apprécié pour ses qualités de warrior, parce que Holyfield est un type qui est un battant, c'est un type qui a pu montrer un cœur énorme dans des combats, notamment contre Bowe, où il s'est durement touché au 10e lors de leur premier affrontement, et pourtant il revient dans le 10e au moment où il a l'impression que Bowe faiblit un petit peu en termes de cardio. Et c'est un type qui a fait montrer cette hargne et cette détermination à énormément de moments de sa carrière. Et donc, ce qui en fait que c'est un boxeur qui est extrêmement apprécié, qui est extrêmement coté. Je pense que le fait qu'il soit complètement vendu comme étant complètement fini en 96 et qu'il arrive à battre Tyson, ça l'a aussi remis vraiment tout en haut de la boxe mondiale. Et voilà, il est forcé de constater qu'en termes de niveau d'opposition, il a affronté plus de noms que Walcott. Des gens meilleurs, il n'a pas affronté Joe Louis, mais il a affronté des gens qui sont vraiment, vraiment très très bons. Et je veux dire, Lewis, Holmes, Foreman, on est sur que des gens qui seront dans ce top. Tyson sera également dans ce top. On est vraiment sur des boxeurs exceptionnels. Malgré tout, si je passe Holyfield quelque part aussi bas, c'est parce qu'il va être temps de faire l'addition. Et en fait, je considère qu'Holyfield, c'est un boxeur qui, en dépit du fait et de toutes les qualités à sa carrière qu'on a pu définir juste avant, c'est un type qui en fait s'avère ultimement un peu toujours décevant. Je m'explique. La plupart des noms qu'il affronte, soit il les affronte quand ils sont sur le tard, soit il les affronte où en fait on pensait sur le moment qu'ils étaient très forts, en fait on se rendra compte qu'ils étaient déjà un peu terminés, soit il perd les combats, soit ils étaient vieux, et quelque part, c'est pas de chance pour Holyfield, parce que il aurait bien aimé avoir un mec en face de lui, super fort, dans son prime, mais en fait, dès qu'il va affronter ce genre de personne-là, il va perdre. Ce qui fait qu'en fait, grande majorité de ses victoires, même contre des noms, bah, c'est toujours, pour moi, des victoires où il y a des choses à redire dessus. Donc je suis déjà revenu sur Tillis, qui était vieux, sur Thomas, qui était moins vieux, mais vieux quand même, sur Dox, qui était vieux, sur Rodriguez, qui était aussi un peu sur le tas, James Douglas, donc Buster Douglas, qui était vraiment contre Holyfield. C'est triste pour Holyfield, mais il est très 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 loin du James Buster Douglas qui se présente devant Tyson. Foreman est vieux, et alors ça c'est une victoire qui a mieux vieilli que d'autres, parce que sur le moment, on ne savait pas qu'il allait finir par battre Moorer et redevenir champion du monde des poids lourds, mais Foreman, malgré tout, reste vieux, et évidemment, on a beau nous vendre que Foreman, dans les années 90, est plus sage que le Foreman des années 70, etc., qu'il a plus d'expérience, c'est vrai, il reste vieux. Et donc cette victoire qui reste très bonne, hein. On est sur une victoire contre un futur champion du monde poids lourd. Malgré tout, c'est pas la victoire contre le meilleur Foreman qu'on ait pu voir. La victoire contre Cooper, pour moi, est sous-estimée. C'est une très bonne victoire, que je pense que peu de gens cotent à sa juste valeur. Contre Holmes, de la même manière. Larry Holmes, le problème, c'est que oui, il sort d'une excellente victoire contre Ray Mercer. Ça reste un vieux combattant, Holmes. Ça reste un vieux combattant qui d'ailleurs rentrera dans le top 10 des lourds suite à cette victoire contre Mercer, mais il n'y restera pas indéfiniment non plus. Contre Bowe, c'est peut-être la première fois pour moi que Holyfield affronte dans sa carrière de lourd un excellent combattant qui est au sommet de son art. Et contre Bowe, on voit qu'il s'est complètement dépassé dans cette victoire contre Bowe, enfin dans cette défaite contre Bowe. Ce qui également me conforte un peu dans le fait que je ne peux pas placer Holyfield trop haut dans mon classement. Parce que quand il affronte un mec qui est au sommet de son art, il se fait battre. Il arrive à gagner contre Bowe dans la revanche, ce qui est malgré tout quelque chose qu'il faut noter. Malgré tout, le combat est extrêmement serré. Et Bowe, pour moi, est déjà diminué à ce moment-là. Ensuite, il perd contre Moorer. Je suis déjà revenu sur son bas. Pour moi, Holyfield est indubitablement un meilleur combattant que Moorer. Juste Moorer fait le combat de sa vie. Et Holyfield fait une contre-perf. Encore une fois, il se trouve que du coup, c'est une défaite d'Holyfield. Je suis peut-être moins dur que d'autres. Enfin, je pense qu'on pourrait être vraiment très dur sur cette défaite d'Holyfield. Parce que Moorer est quand même vraiment pas censé être à sa hauteur. Mais je le suis un peu moins. Parce que je pense que c'est un peu une contre-perf d'Holyfield. Plus que réellement Holyfield qui monte son plafond. Enfin, je pense que Holyfield vaut mieux que ça. Bon, il va gagner contre Mercer, c'est une excellente victoire également. Il repère contre Bowe. Encore une fois, il perd contre Bowe. En vrai, il aurait pu gagner. Le combat était très serré. C'était vraiment un 50-50. Comme j'ai dit, il était pas loin de le finir. Il s'est finir à la place. On est sur un combat très serré. Mais Bowe est quand même vraiment plus le même Bowe qu'en 92 à ce moment-là. Et donc, encore une fois, Holyfield montre qu'il fait un combat serré contre un bon combattant qui a passé le sommet de son art. Et il a bien passé. Contre Tyson, en fait, c'est les derniers gros éclats d'Holyfield. C'est 2 victoires contre Tyson. Et à ce moment-là, Tyson est vraiment vu comme étant un excellent boxeur. Et du coup, ça va coter Holyfield énormément.
Et c'est vrai que c'est peut-être, d'ailleurs même avec le recul, les meilleures victoires de Holyfield, vraiment. Mais encore une fois, j'aurais des petites mentions à mettre sur ces victoires. Parce qu'en fait, on le sait avec le recul, Tyson n'est plus du tout le même boxeur dans les années 90. Et il y a encore ce mythe à ce moment-là, il y a encore ce fantasme de vouloir voir Tyson de 86, 87, 88 revenir sur le devant de la scène. Et je pense qu'il y a du coup, on projette en Tyson le fait qu'en fait, voilà, on va retrouver le Kid Dynamite, et qu'on va retrouver, et en fait, on ne retrouve pas ça. Et évidemment, je veux dire, toute la façade va continuer de se craquer après les combats contre Holyfield. Et quelque part, les combats contre Holyfield sont le premier moment où en fait, on se rend compte que Tyson est vraiment plus lui-même, est vraiment plus le boxeur qu'on a connu. Et quelque part, ça commence là. Mais encore une fois, je pense qu'Holyfield, dans sa victoire-là, n'a pas du tout battu un Tyson au sommet de son art, a battu un Tyson qu'on cotait très bien, mais qui était en fait déjà très en deçà de ce qu'il était capable de faire. Simplement, à l'époque, on ne voulait pas le reconnaître. Donc encore une fois, même si c'est sûrement les meilleures victoires de la carrière d'Holyfield, je placerai des mentions à ce niveau-là. La victoire contre Moorer, je reviens pas dessus, c'est un combattant qui, pour moi, n'est pas du calibre d'Holyfield. Les défaites contre Lennox Lewis, on peut argumenter qu'il devient déjà un peu vieux, la ligne Holyfield. Dans tous les cas, Lewis, et c'est vrai, hein, il a déjà de la bouteille à ce moment-là, il a déjà une dizaine d'années de carrière derrière lui. Reste que Lewis ici montre que c'est le meilleur des deux. Pour moi, il le montre 2 fois. Quelque part, le deuxième combat n'aurait peut-être même pas vraiment dû avoir lieu. Donc encore une fois, c'est la deuxième fois après Riddick Bowe qu'il affronte un type au sommet de son art. Et c'est la deuxième fois qu'il perd, et même du coup 3e, puisqu'il va perdre 2 fois. Après, il y a les combats contre John Ruiz, qui pour moi sont vraiment la fin de la carrière où Holyfield peut vraiment faire quelque chose. Et il va finalement partager une victoire, une défaite, une égalité avec un poids lourd qui est pour moi inférieur à beaucoup d'autres poids lourds que j'ai cités ici. Hein. Je pense que Ray Mercer est un meilleur poids lourd que John Ruiz, hein, par exemple. Je pense que, je regarde, après Pinklon Thomas et Rodriguez étaient quand même déjà sur le tard. Je pense que John Ruiz était peut-être meilleur à ce moment-là que n'étaient Thomas et Rodriguez. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a énormément d'autres poids lourds qui ont une carrière globalement bien meilleure que Ruiz. Donc voilà, qui est un lourd que je cote assez peu. Et après, oui, il y a d'autres défaites. Ah oui, il y a la victoire contre Rahman, qui est une très très bonne victoire, hein, malgré tout, et qu'il faut mentionner. Et après, il y aura d'autres défaites, donc notamment contre Bird, notamment contre Tony, et enfin notamment contre Valuev et contre Ibragimov, qui pour moi ne sont pas vraiment des défaites sur lesquelles pas vraiment des défaites que je vais reprocher à Holyfield, parce qu'en fait, il est juste vieux, quoi. Il est juste vieux. Et en fait, quand on regarde finalement sa carrière globale, c'est un boxeur qui a un règne qui est très court. Déjà, c'est un boxeur poids lourd qui va monter en affrontant des noms, mais qui sont en fait sur le tard. Enfin, si vous voulez, c'est comme affronter Wilder maintenant, quoi. C'est triste, mais ça vaut plus grand chose, malheureusement. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'a fait Holyfield. Il va avoir un règne de champion qui va être en fait assez court, et où il va essentiellement affronter des vieux et Burt Cooper, qui on s'attendait pas qu'il donnerait un combat comme ça à Holyfield. Dès qu'il va affronter des adversaires au sommet de leur art, il va perdre, Lewis. Il va également avoir des contre-perfs contre Moorer, qui pour moi n'aurait pas dû être là. Il va avoir des bonnes perfs contre Tyson, mais qui en fait étaient déjà aussi avec un déclin vachement amorcé, même si à l'époque on ne voulait pas trop le reconnaître. Et vraiment, pour moi, les meilleures victoires qu'on peut lui concéder, c'est contre Ruiz, qui est malgré tout un boxeur assez, qui ne devrait pas s'asseoir à la table de tous les noms dont on a parlé jusqu'à présent. Et puis contre Mercer. Et quelque part, on voit qu'il y a une partie de malchance dans la carrière de Holyfield, mais aussi que ça a beau être clairement un boxeur du paysage des années 90-2000, sans aucun doute, clairement un des plus grands warriors qu'on ait eu sur ring, sans aucun doute. Si on fait l'addition d'à quel point est-ce que c'est un grand boxeur ou pas, moi je le place 14e. Parce qu'il y a au moins 13 autres personnes que je peux considérer avoir des plus grands runs en poids lourd. Donc quelque part, mais je pense qu'il y a énormément de gens, évidemment, là j'ai l'impression un peu dans cette vidéo de pas tant expliquer pourquoi Holyfield est 14e, que d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est que 14e. Parce que je pense que, comme je disais en début de vidéo, la majorité des gens vont le coter beaucoup plus haut. Mais je pense que ça vient surtout du fait qu'on l'ait vu traverser énormément de grosses affiches dans les années 90, sans peut-être se rendre compte qu'en fait, les affiches qu'il gagnait, c'était contre des gens qui étaient un peu dépassés. Les affiches qu'il perd, c'est quand il affronte des gens qui sont à leur prime. Et voilà. Mais ça reste par contre indubitablement une légende des années 90 et un boxeur qui est beaucoup plus iconique qu'énormément de gens, typiquement sûrement plus iconique que Bowe, potentiellement plus iconique que Holmes aussi. Ça reste vraiment une icône de la boxe, hein, et un monument du noble art sans aucun doute. Pound for Pound, il va également se placer extrêmement haut grâce à son run en cruiser qui est exceptionnel. En termes de cruiser, on en a déjà parlé, il se place 3e ou 2e. Et puis il a aussi un très bon run olympique en récupérant 7 médailles de bronze. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Holyfield est un excellent boxeur.
Mais voilà, purement sur la fiche, purement sur le run poids lourd. Perso, j'ai du mal à le passer au-delà de 14e. Il y a un dernier truc aussi dont je n'ai pas parlé. Techniquement, c'est pas prouvé à 100%. Donc, on peut considérer que je suis dans le complot, mais il y a son usage de stéroïdes. Alors voilà, on ne sait pas trop à quel point c'était tout le temps répandu, enfin à quel point c'était universel. Il y a des gens qui vont vous dire qu'en boxe, de toute façon, tout le monde le fait, donc ça change pas grand-chose. Reste que Holyfield, c'est quand même une transformation physique très suspecte. C'est quand même une prise de muscle suspecte. C'est quand même un moment un labo qui fournissait des athlètes en stéroïdes. On a retrouvé dans une base de données un certain Evan Holly. Je crois que c'était ça. Bon, en tout cas, c'était pas il n'est pas exactement marqué Evander Holyfield. Je crois que c'était Evan Holly. Donc c'était genre en diminutif de Evander Holyfield. Et puis quand on a appelé le numéro, on est tombé sur Holyfield. Donc techniquement, il n'y a pas de preuve que c'est lui, il s'est jamais fait inculper. Bon, je pense que c'est beaucoup plus probable que ce soit lui et qu'en effet Holyfield ait utilisé des stéroïdes durant sa carrière. Ce qui, pareil, va venir pour moi un petit peu bien faire baisser malheureusement la qualité de ce combattant sur l'échelle. C'est pas ça qui lui fait perdre 5 places, hein, je vous rassure. Mais c'est un petit argument en plus qui est pas le plus important, hein, mais qui va quand même. Et donc bah voilà, quand on fait l'addition, pour moi Holyfield ne se trouve que 14e, ce qui peut paraître surprenant, hein, je l'avais moi-même plus haut avant de me rendre compte un petit peu de tout ça, mais voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à débattre de Holyfield, si vous le voyez plus haut ou plus bas. N'hésitez pas aussi à me dire hein, si jamais cette vidéo a pu vous faire un peu réfléchir sur la place que vous lui accordiez dans l'histoire. Parce que je pense que c'est vraiment très facile. Parfois il est placé 4e, les gars. J'ai vu Holyfield placé 4e dans des top poids lourds. Bon, moi je l'ai jamais compris. De toute façon vous le verrez, il y a très peu de personnes que je considère avoir des meilleurs palmarès que lui en lourd. Aussi que du coup est dedans, parce que j'ai dit qu'il était top 15 et que voilà, il reste plus que 13 places. Je vous invite également à essayer de deviner un petit peu qui pourrait s'y situer en 13e place. Et puis pourquoi pas me donner un petit peu votre truc aussi. Ce sera avec grand plaisir de discuter de tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour le numéro 13. A plus!